Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 26 avril 2021. C'est pas n'importe quel jour, puisqu'après 3 semaines d'arrêt, beaucoup d'entre nous sont revenus soit de leur maison de famille, de campagne, ou pas du tout, ou de leur appartement, ou de leur simple demeure, comme c'est mon cas, et ont ramené leur petit chérubin à l'école. Donc c'est reparti pour un tour, en espérant que ça se passe bien. Et donc avec ce lundi de rentrée un peu particulière, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché dédiée à l'analyse technique et à mes plans, à ma construction de plans de trading avec l'Ishimoku, dédié donc au Forex, un petit peu au crypto, on va en parler forcément puisque ça a été un petit peu le sujet de conversation de la semaine dernière, et aux indices. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent pour la première fois, toutes les anciennes, tous les anciens. Je vous remercie de votre chaleureuse présence. Les gens arrivent maintenant de plus en plus tard au fur et à mesure, puisqu'ils savent qu'il y a cette introduction, donc ils zappent cette introduction. Donc voici un avertissement sur les risques que je vous invite à lire. Pendant que vous le lisez, je vous rappelle que ces revues de marché n'ont pas pour vocation de partager des signaux ou donner des conseils en investissement. Je dis ce que je vois avec l'Ishimoku, je partage mes plans de trading. Je viens de partager là sur Twitter le plan de trading que j'avais partagé en direct avec vous lors de la revue de marché de la semaine dernière, me semble-t-il, sur Hoffman Green, qui a encore donné un super résultat. Mais ça, c'est pas pour autant que je donne des conseils en investissement ou des signaux. De même que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Donc maintenant que tout le monde a vu cet avertissement sur les risques, je vous rappelle que vous avez un petit onglet questions. C'est là où j'aime vous dire bonjour et lire vos premiers commentaires matinaux. Bonjour Évrard qui souhaite le bonjour à tous. Excellente journée et bon courage Eric. Ben justement, bon courage, on en parlait tout à l'heure. En même temps, c'est bien de ramener les enfants à l'école. En même temps, ça change aussi de rythme. Mais c'est important pour eux, je pense. Salut Mathieu, Adriana, René, Grégory, Alain, Christophe, Jean-Claude, qui salue tout le monde en même temps, Dominique et Slimane et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Donc on va commencer avec Euro NZD parce que souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons eu un invité. Je crois qu'il n'est pas là encore ce matin, ou il viendra peut-être plus tard, ou il regardera sur YouTube. Nous avons eu en invité spécial Kylian. Alors, Kylian a partagé avec nous des plans de trading en direct et des constructions de plans de trading, notamment en intraday sur l'euro NZD. Et j'ai recherché où est-ce qu'il avait partagé, Kylian, ses analyses sur le forum. Je ne les ai pas retrouvées. J'ai probablement pas eu le temps, mais en tout cas, vous avez sous les yeux de nouveau son Twitter, hein, Kylian M. Et donc ici, Kylian qui a écrit en fin de semaine dernière, Euro NZD, toujours suite au plan que j'ai partagé sur la revue de marché de Cipressa, le signal acheteur que j'attendais sur la borne basse, ou borne, qu'est-ce que ça veut dire BBR? La borne basse, je sais pas, la borne basse du range, voilà, la borne basse du range H1 a eu lieu. Celui-ci est gagnant. Nous avons eu donc, grâce à la même analyse, un signal vendeur gagnant et un signal vendeur gagne acheteur aussi gagnant, dans les deux sens. Donc vous pouvez cliquer sur afficher la conversation, puis vous irez regarder les anciens plans ou voir éventuellement la revue de marché de la semaine dernière où Kylian nous proposait cette analyse. Donc merci Kylian, merci pour ce partage d'analyse et de plans de trading qui ont été gagnants dans les deux sens, exactement de la façon dont tu nous l'avais montré la dernière fois. Voilà, donc revenons désormais sur les graphiques. J'ai reçu, bonjour Slimane, Jackie, j'ai reçu deux demandes d'analyse Forex, donc ça va être simple. J'en reçois beaucoup sur les actions pour la revue de mardi, peu, même si vous êtes très nombreux à y assister en direct sur le Forex. Donc revenons quelques instants sur le Bitcoin. Pourquoi toujours, je rappelle toujours que je ne le trade toujours pas, mais qu'il y a de plus en plus de gens qui tradent les crypto-monnaies. Il y a une question de modernité, il y a une question de mode, il y a une question de beaucoup de choses. À une époque, tout le monde tradait le DAX, maintenant tout le monde trade les crypto-monnaies.
Peut-être que demain, on tradera autre chose. En tout cas, moi, je ne les trade toujours pas, non pas qu'ils ne faillent pas, mais parce que c'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de les analyser. Et donc, nous disions lundi dernier, puis au cours des revues de marché précédentes, qu'il était compliqué de continuer à acheter le Bitcoin tout en haut parce que non seulement il était suracheté, le surachat est représenté ici graphiquement par l'écart trop important qu'il y a entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe toute l'épaisseur du nuage. Et ici, nous avions des prix qui étaient eux-mêmes trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc ça, ce sont des signaux et des indicateurs clairs que nous offre l'Ishimoku de survente et surachat, puisque tout est dans l'Ishimoku. Néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'on avait du surachat, mais regardez, à chaque fois que les prix s'éloignent un peu trop violemment de la Tenkan-sen, on a un retour sur la Tenkan-sen. Hein, c'est comme ça, c'est normal. La Tenkan-sen a vocation à coller au prix. C'est pour ça qu'on achète et qu'on ne vend jamais lorsque les prix sont trop éloignés de celle-ci ou que l'écart entre Tenkan, qui s'est largement agrandi ici, lorsque l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important. Et je disais aussi que nous avions eu une première alerte avec cet avalement, mais qui finalement avait renvoyé les prix vers un plus haut. Et depuis cet avalement, nous avions ici une construction d'une structure très connue en chandelier japonais, qui est la structure en haute vague, qui contient elle-même des chandeliers de retournement, une succession de pendus. Nous avons ici cet avalement et qui a été confirmé. Et j'expliquais que sur ces niveaux de valorisation, personnellement, si je devais acheter le Bitcoin, même si j'ai bien compris que c'est un actif qui aime beaucoup monter et qui monte depuis toujours, en fait, hein, il arrive à un moment où quand on achète très haut, on prend un risque de retracement, de retour de boomerang, de bâton, au moins pour que les prix puissent, la Tenkan ait le temps de revenir coller au prix, et lorsque l'on casse la Tenkan-sen, comme ça, la possibilité pour qu'on revienne chercher 50% de retracement, qui est la Kijun ici, est importante. Et j'expliquais que la problématique du Bitcoin, alors je ne sais pas, puisque j'ai peu de connaissances, il me semble que c'est tout à fait possible, on peut trader des morceaux, je ne sais pas si c'est décomposé en centimes, je ne crois pas à un Bitcoin, mais en tout cas on peut sur les plateformes, certaines plateformes, si j'ai bien compris, trader des bouts de Bitcoin et non pas un Bitcoin entier, sinon ça coûterait très très cher et personne ne le ferait. Néanmoins, les baisses sont très violentes. Hein. On parle toujours de 25%, de 15%, de 30%, de même que les hausses sont très violentes. C'est un actif très volatile, avec des mouvements extrêmement violents, et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce n'est pas du tout confortable à trader. Bravo aux gens qui ont acheté des bitcoins par le passé, qui ont su les garder, mais il n'y en a pas tant que ça qui savent les garder. Et dernièrement, on a assisté à quelque chose de spéculatif, c'est-à-dire que plein de nouveaux traders ont acheté ici très très haut en espérant gagner des milliers et des cents. Et il est probable qu'ils aient pris un stop relativement violent ici. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, la tendance est intacte. Il n'y a vraiment aucune problématique majeure. Si ce n'est quand même, et ce n'est pas rien, que c'est la première fois depuis 2020, là, depuis le 14, depuis 2020, c'est la première fois depuis 2020 que la Tenkan-sen qui servait de support, qui est le premier niveau de support immédiat au prix euh, de l'outil Ishimoku, a été cassée, ce qui finalement n'est pas rien. Mais d'un point de vue purement technique, la tendance continue à être haussière, même s'il y a un retracement. Là, il semblerait que des investisseurs en Bitcoin profitent du creux pour pouvoir réinvestir. Je trouve que réinvestir sur le Bitcoin, là, tout de suite, maintenant, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Tenkan-sen, c'est dangereux. En tout cas, techniquement parlant, ça ne se fait pas. Et il est tout à fait facile d'établir les prochains niveaux de support. Résistance, bah, c'est pas compliqué, c'est la Tenkan et puis ensuite les prix. Euh, ces tout petits angles ici de Tenkan-sen peuvent aussi être considérés comme des niveaux de support. Hein. D'ailleurs, c'est la mèche sous le niveau de clôture des prix qui se trouve ici, qui correspond au plat Tenkan, et puis en dessous, on a la Kijun-sen. Personnellement, si je devais acheter des bitcoins, ce que je ne fais pas, j'attendrais que les prix ou me renforcer si je garde une tendance. Ça m'étonnerait parce que je ne connais pas grand monde qui suit des tendances pendant des semaines, des mois, des années sur le bitcoin. J'ai un copain qui a acheté des bitcoins à 2000 $. Il en avait acheté deux à l'époque, donc bon, c'est super, il les a toujours gardés. Tant que les prix ne reviennent pas ici sur la Kijun-sen, moi personnellement, si je devais trader le bitcoin, je n'investirais pas. Je le ferai que au contact de la Kijun-sen, en sachant que cela peut mettre des plombes, des années, des mois avant d'arriver. Hein. Rien n'indique qu'on ne va pas repartir
casser la Tenkan-sen, casser les derniers plus hauts et reprendre à nouveau le sens de la tendance. Après cette très légère respiration. Une respiration profonde et saine, ce serait bien que ça aille jusqu'à la Kijun-sen et seulement à ce moment-là, avec des chandeliers de retournement, par exemple daily sur ce niveau weekly, je pourrais investir dans le Bitcoin. Voilà. Maintenant, je vois des spécialistes, d'autres spécialistes de l'Ishimoku qui disent oui, il se passe rien, la tendance est intacte, etc. Je suis d'accord avec ces personnes. Cela dit, il faut quand même tenir compte de la volatilité et du fait que ça reste malgré tout des retracements violents, même si ça impacte pas dans le fond la tendance. Et je plains les pauvres day traders qui démarrent, qui ont acheté sur ces niveaux, parce que c'est quand même des niveaux, on est quand même monté à 64 400 pour descendre à 46 100. Donc c'est pas rien, 20 000 dollars d'écart rien qu'avec ce retracement. On ne peut pas dire que c'est des broutilles, même si effectivement la tendance reste intacte. Voilà pour le Bitcoin. Donc pour l'Ethereum, eh bien écoutez, lui, il repart de l'avant. La configuration en chandelier, bon, mais ça c'est des anciens niveaux qui sont restés sur le graphique, qui n'ont plus un grand intérêt maintenant, si ce n'est qu'ils pourront devenir des niveaux de support. Attention, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen ne cesse de progresser. Hein, la Tenkan s'écarte de plus en plus de la Kijun-sen, ce qui augmente le surachat. Et franchement, acheter après 3 chandeliers méchés comme ça, qui sont des chandeliers, si on ne peut pas dire de retournement, à minima des porteurs d'eau ici, on peut à minima les nommer d'hésitation. Moi, personnellement, tel que je le disais les semaines précédentes sur le Bitcoin, je ne le ferai pas. Après, les gens qui achètent sur ces niveaux, si d'un seul coup ça retrace fort, il ne faudra pas pleurer après. Techniquement parlant, quand on n'est pas un pur spéculateur, mais qu'on utilise l'analyse technique, on n'achète pas une succession de chandeliers haussiers avec de si hautes mèches comme ça. Juste, ça ne se fait pas. Après, c'est pas pour ça que c'est interdit de le faire, mais il ne faut pas pleurer si ça retrace violemment, comme on l'a vu sur le Bitcoin. Il faudrait attendre un retracement à minima sur la Tenkan, à minima. Et pour le Litecoin, bah écoutez, lui, le Litecoin, il a un temps de... on en avait parlé aussi la semaine dernière, on en était à ce chandelier. Vous voyez, on avait atteint un niveau important ici qui était cette résistance que l'on avait notée ensemble. Et exactement tel que je viens de le dire pour l'Ethereum, j'avais dit, on n'achète pas un chandelier aussi, une telle étoile filante en haute tendance. Ça ne se fait pas. Donc les gens qui l'ont fait, bon, ils ne peuvent pas se plaindre d'avoir subi ce fort retracement. Et donc là, on revient travailler un niveau de support que l'on peut affiner au niveau de la clôture. Regardez, ici, nous avions une petite ligne de triangle, les prix, et une autre ligne de tendance. Regardez comme la mèche, comme l'analyse technique fonctionne bien hein, sur les cryptos, la mèche est venue s'écraser sur ces deux niveaux de support et juste en dessous, on a la Kijun-sen. Donc, je ne suis pas sûr que nous n'ayons pas là simplement, nous ne soyons pas en train d'assister à une respiration dans la respiration principale. Personnellement, si je devais acheter du Litecoin comme pour le Bitcoin, j'attendrais à minima un retour sur la Kijun-sen. Après, ça peut repartir sans jamais atteindre la Kijun-sen, mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne trade pas ces actifs. C'est trop volatile pour moi et trop complexe à trader en ce qui me concerne. J'ai plus simple avec le Forex, les actions et les indices. Voilà pour les cryptos. Voyons voir si vous avez des commentaires. Bonjour Christophe, ainsi qu'à tous et à tous, Jean-Claude, Dominique, Slimane, Jackie, Arthur. C'est normal que tu n'entendes rien, Arthur. Ah, c'est bon, maintenant tu entends. Bon, mais écoute, je suis bien content. Et bonjour Pascal. Alors, on continue. Je vais passer, donc on a vu l'euro NZD de Kylian, on vient de voir les crypto-monnaies. Je vais désormais passer, alors normalement je prends des notes et je ne l'ai pas fait la semaine dernière, donc du coup je ne sais plus je ne sais plus trop ce que j'ai raconté la semaine dernière. C'est un peu dommage parce que c'est quand même bien que d'avoir des repères. Alors passons à l'euro USD. Que se passe-t-il sur l'euro USD? On ira faire les indices après. Donc sur l'euro USD, on est à 1,21. Il me semble que c'est les niveaux que j'avais indiqués. La semaine dernière, j'avais dit en cas de cassure des 1,20 et des poussières, je ne me rappelle plus, mais on va aller regarder la cible, c'est 1,21 et je vois qu'elle a été atteinte. Maintenant, de quelle manière et comment et qu'est-ce qu'on peut faire désormais, je ne sais pas. En daily, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai dit ça. C'est pour ça quand je ne prends pas de notes.
Ici, on était passé au-dessus des, j'avais parlé des fameux 1,20 qui sont au-dessus de la Kijun-sen qui posaient problème, tout en indiquant que c'est un niveau qui attire tellement les prix. Voilà, 1,20,46. J'avais dit 1,20,98, c'est-à-dire la SSB ici. Je m'en souviens, tac, nous étions là et nous avions vu ensemble lors de cette revue de marché que si l'on cassait les 1,20,38, nous avions les 1,20,90 en ligne de mire. Donc si on bascule maintenant sur une unité de temps plus courte, c'est ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été simple à faire puisque ça, on a cassé. De toute manière, là, on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, on vient de le voir sur le Bitcoin. Les prix ont retracé sur la Kijun-sen et à partir de ce niveau de retracement, soit on pouvait acheter ici l'étoile du matin, mais c'est pas évident parce que c'est l'acheter sous une résistance, soit on achetait sous, avec ce chandelier au-delà des 1,20,50 et on allait chercher les 1,20,92. C'est ce qui s'est passé. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, donc ça n'a que peu d'intérêt. Et maintenant, la question est de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors maintenant qu'on a retrouvé notre analyse de la semaine précédente, vous savez que la première chose que fait un trader qui utilise l'Eshimoku en tant qu'outil d'analyse technique, c'est observer le nuage. Donc là, si on observe le nuage, on se dit qu'on n'est pas loin du twist, ou en tout cas, on peut même considérer que le nuage a twisté, ou qu'il va twister. Et donc, cela nous indique la probabilité d'entrer dans une période de dérive latérale. Et si tel était le cas, nous pourrions déterminer les bornes de cette dérive latérale. Alors ici, en haut, c'est pas compliqué. On a déjà un point haut, on a déjà 2 points ici, presque un deuxième contact. On peut contester le point bas, puisque vous savez que théoriquement, tant qu'on n'a pas fait au moins deux points sur chacune des bornes, on ne peut pas véritablement, d'un point de vue théorique, parler de range, mais cela ne nous empêche pas de l'anticiper. Et puis de toute façon, ici et maintenant, là où se trouvent les prix, la borne basse, on s'en fiche un peu, puisque ce qui nous intéresse, c'est les derniers plus hauts qui sont ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si la résistance des 21-21 que l'on vient d'étudier ensemble et que l'on peut observer aussi en étirant cette droite, on voit bien que c'est un niveau de support-résistance intermédiaire, on va dire, 1,21. Donc on peut, là, les prix avec ce Marubozu, là, ce fort passant de ceinture qui a eu lieu vendredi, les prix s'écrasent pile poil sur la SSB ici, qui sont le niveau des 1,2093, mais si on tient compte de la mèche, on peut considérer qu'on a franchi les 1,21. Donc la prochaine étape, c'est l'éventuelle haute borne du range à 1,2076, mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du fait qu'il y a une SSB ici, et cela nous donne des points d'entrée éventuellement pour l'intraday. Donc maintenant que l'on a déterminé nos points d'entrée pour l'intraday, on peut basculer, alors on va y aller par étapes, on peut basculer sur le H4 pour constater que là, les prix sont dans une configuration de surachat et je viens de dire à 2 reprises que l'on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc là, ils sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Il n'est pas interdit de le faire, mais lorsque l'on respecte l'outil Ishimoku, on ne le fait pas. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, personnellement, même si je suis capable d'établir des cibles ici, tant que les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, je ne suis pas à l'aise pour éventuellement acheter. Je constate la tendance par l'observation du nuage. Je peux y ajouter une ligne de tendance chartiste. J'ai écrit un article, vous avez vu, doit-on tenir compte des mèches ou des clôtures, puisque ça fait débat. Il y a même une auteure qui a écrit un nouveau livre sur l'Ishimoku qui écrit que l'on ne trace que l'extrémité des mèches et rien d'autre. Donc bon, bah écoutez, moi je m'autorise et j'explique pourquoi à tracer à la fois des mèches et des corps. D'ailleurs, je vais vous renvoyer à cet article si ça vous intéresse. Vous avez été très nombreux à le lire et à me dire qu'il vous avait été utile. Donc sur mon blog, vous tapez blog et c'est le dernier article que j'ai écrit. Tracer des lignes chartistes. Doit-on relier les mèches ou pas? Donc j'explique que l'on peut soit tracer et relier les mèches, soit les corps, soit que l'un, soit que l'autre, soit les deux. Et j'explique dans quelles circonstances, comment, et j'invite à ne pas avoir de dogme sur la question. Alors, maintenant que ça c'est fait, donc voilà la ligne de tendance ici. Donc, un retour ici sur la Kijun-sen serait idéal puisqu'on est dans la phase de range avec une probabilité élevée d'aller chercher, donc, comme on disait, les 1,2150 puis les 1,2175
un retour ici sur la Kijun-sen. Alors, ce qui serait idéal, puisqu'on parlait là justement de mèche, c'est-à-dire une mèche basse qui vienne taper ici la ligne de tendance avec un chandelier qui clôture au-dessus de la Kijun-sen, serait à étudier pour éventuellement, je ne donne pas de signaux et de conseils en investissement, je ne parle que pour moi, mes plans de trading. C'est donc un des plans de trading que je vais avoir pour la journée, pour les jours qui viennent ou pour la semaine. Un retour ici sur la Kijun-sen avec un stop sous la ligne de tendance permettrait d'aller chercher, cet objectif, mais on ne pourrait pas le faire parce que nous n'aurions pas le sacro-saint ratio nécessaire pour durer sur les marchés. 2, les 1,2150. 3, la borne haute du range daily ou hebdomadaire que l'on vient de voir ensemble. Je regarde juste si j'ai pas oublié une ligne quelque part. Chikuspan est libre de tout obstacle. On me dit souvent que je ne parle pas assez de la Chikuspan, ce qui est vrai. Et donc, c'est là peut-être que sur le mensuel, il n'est pas simple de valider ce plan. 1,2170, bon, mais c'est bon, hein. On voit bien, et au-dessus, on a les 1,22. On voit bien que les 1,2170, ici, la SSB, sont la cible éventuelle que l'on peut s'autoriser à aller chercher. On ne les a pas atteints. 1,2120, 1,2150, 1,2170, tout coïncide avec le tracé que l'on a fait au tout début de cette analyse. Cela vous permet de voir que l'on peut analyser avec Ishimoku en partant de n'importe quelle unité de temps. Et que ce n'est pas parce qu'on démarre avec le weekly qu'on ne va pas trouver un plan intraday, et ce n'est pas parce qu'on démarre avec un 15 minutes qu'on ne va pas finalement dégoter en naviguant d'unité de temps en unité de temps un plan de swing trading. Voilà pour l'euro USD. Voyons voir si vous avez des questions. Alors, Bruno nous dit que grâce au screener M15, j'ai pris position GBP NZD sur la Kijun 5 minutes atteinte. Bravo Bruno, c'est un excellent pro-screener, c'est un outil, on n'a pas le droit, et il ne faut pas dire de Graal parce que ça n'existe pas, mais si on avait le droit de le dire, on serait pas loin de s'autoriser à le penser. Voilà, ça fait un peu Coluche, ça, on s'autorise dans les milieux autorisés. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'Ishimoku avec des temps courts sous le H4? Bien sûr, même jusqu'au 1 minute, même pour du scalping. Yvan. Sur Cryptoast, on suggère d'augmenter les valeurs de l'Ishimoku, sauf le déplacement. Non, ça, c'est des bêtises. C'est des gens qui n'ont rien compris à l'Ishimoku qui en parlent quand même. Tout ça est très clairement expliqué dans la formation, sur le blog, sur le forum. Il ne faut surtout pas changer comment on appelle ça, les réglages de l'Ishimoku, puisque c'est une question d'analyse de masse. C'est une question, l'Ishimoku, en fait, ça fonctionne comme une ligne chartiste, parce que tout le monde voit la même chose au même endroit. Donc, si tout le monde utilise les réglages de base, si tu as un réglage qui ne t'appartient qu'à toi ou que à ceux qui sont sur CryptoAst, eh ben, vous n'êtes pas nombreux à voir les niveaux sur lesquels arrivent les prix, donc finalement, ça ne sert à rien. C'est pas plus compliqué que ça. Évrard, merci Patrick, j'avais le même plan sur l'euro USD, mais je n'avais pas bien vu le range probable en daily. Eh bien, c'est parfait, Évrard. Alors, basculons maintenant sur une autre paire majeure. On va prendre par exemple, on va se faire les majeurs, on va prendre l'AUD USD. Alors, puisque je découvre les graphiques en même temps que vous ce matin, je n'ai pas pris le temps de préparer quoi que ce soit. Vous savez que j'aime bien ne pas préparer à l'avance. Quand je le fais, mais parce que j'aime bien pouvoir montrer la spontanéité de l'analyse avec l'Ishimoku. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, ça risque d'aller un tout petit peu trop vite. Donc là, il y a moins d'opportunités selon moi tout de suite que sur l'euro USD, tout simplement parce que nous avons déjà atteint ici une résistance qui elle-même est proche d'une autre résistance qui pourrait être atteinte. Mais regardez, la mèche l'a pratiquement atteinte. Donc là, on retrace, on est probablement en train de former un range. Donc là, je suis sur le H4. Vous voyez, je peux commencer une analyse de n'importe quelle unité de temps. Ça n'a pas d'importance pour moi. Et c'est très confortable parce que souvent les gens se posent la question puisqu'ils ont lu ici et là qu'il fallait commencer par le M15, par le... Non, tout ça, ce sont des sottises. Vous commencez par là où vous êtes et de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Donc, depuis le H4, on s'aperçoit que nous avons un niveau de résistance ici. Les prix retracent. Probablement vont-ils dessiner un range à un moment ou à un autre, mais là, c'est un peu prématuré pour le savoir. Peut-être vont-ils retourner chercher les 0,78 ici, mais bon, puisque j'ai déjà mon plan euro-USD, je trouve que là, l'analyse est pas simple à faire. Je n'ai pas de forte probabilité de réussite. Je suis sous la SSB Daily. Donc, pour le moment, je ne vois rien à me mettre sous la dent sur la UD-USD. Rien qu'avec cette simple analyse, je passe à autre chose.
On va par exemple aller regarder le NZD USD qui a priori devrait être similaire. Alors on va effacer ces anciennes boîtes qui ne servent plus à rien. On va effacer ici cette flèche là, je ne sais pas ce que c'est, mais si c'était un signal d'achat, ça a fait un gros pchit dans le sens inverse. Pour constater que les prix ici, on avait des niveaux, ils ont décidé de descendre un peu plus bas. Vous voyez, ça c'est typiquement, je me rappelle très bien ce que je vous avais dit un lundi en live. J'avais dit attention, lorsque on détermine un range, soit avec le twist du nuage, l'ASSB, ou soit sans rien du tout, juste parce que on est capable de voir qu'il y a plusieurs points de contact sur un même niveau, il faut toujours tenir compte du fait que si juste en dessous, il y a un support que tout le monde voit, si moi je suis capable de le voir, alors tout le monde est capable de le voir. Donc, puisque la masse agit toujours de la même manière, c'est une question de psychologie de masse, le trading, alors la masse va probablement aller chercher ce support qui est juste sous l'éventuelle borne de range avant d'éventuellement réintégrer le range. Donc c'est la raison pour laquelle quand on a un support majeur juste sous la borne d'un range, on n'entre pas à l'achat sur cette borne de range puisque la probabilité pour que le marché aille chercher le support qui est juste en dessous est forte, même si ça n'arrive pas à chaque fois. Il faut établir des probabilités en trading. Et là, nous avons la démonstration qui est faite. À partir du moment où le marché est allé chercher ce niveau de support, les prix réintègrent. Ils dépassent la Kijun-sen, donc on peut imaginer que c'est pour faire une nouvelle rotation complète. Et là, nous sommes dans une situation similaire à celle de l'AUD-NZD, dans le sens où, dans le sens où là, il est difficile d'agir puisqu'on n'a pas acheté ici. Si on n'a pas acheté ici, si on a acheté en bas, qu'on est arrivé sur la zone d'équilibre de cette éventuelle dérive latérale, il est temps d'envisager de prendre nos bénéfices. Vous voyez, on a une zone ici de résistance que j'aurais pu colorier. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone de résistance, c'est-à-dire au-delà des 0,75-52, je dirais même des 0,75, n'importe quoi, des 0,72-50, je dirais même des 0,73, hein, si on tient compte ici de la Kijun-sen et de la SSB, il est difficile de réentrer pour prendre une part de gâteau. Et on ne sait même pas si les prix vont finalement réussir à dépasser ce niveau ici dont on est en train de parler. Donc il faudrait laisser les prix faire quelque chose dans ce genre, et puis les lignes de l'Ishimoku remonteront ensuite pour après seulement envisager d'aller chercher le haut. Pour le moment, c'est prématuré. De la même manière, on ne va pas vendre ici, même si on est sous résistance, tant que les deux camps, les acheteurs et les vendeurs, ne se sont pas livrés le combat nécessaire. Vous voyez, ils ont commencé leur combat ici sur la zone d'équilibre, et pour le moment, c'est 0-0 la balle au centre. J'en prends un peu, je t'en reprends, et là, les acheteurs sont de nouveau en train d'essayer de casser la résistance. Ils n'y sont pas parvenus la dernière fois, donc tant que ce n'est pas fait, il n'y a rien à faire. Donc voilà pour le NZD USD. Alors, Yvan, je ne comprends pas vos valeurs 0,72 et 0,69, c'est-à-dire c'est quoi 0,72 et 0,69? Ah, de quoi tu me parles? De NZD USD, Yvan? Oui. Alors non, ce ne sont pas des retracements de Fibonacci, Yvan, mais j'ai dit en introduction de cette revue de marché que ces revues de marché n'ont pas vocation à partager des signaux ou des plans de trading et ni à vous former à l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez mon blog, vous avez le forum, vous avez les formations, vous avez mes vidéos qui vont vous permettre d'éventuellement mieux découvrir l'Ishimoku. Ce ne sont pas des niveaux de retracement de Fibonacci, ce sont des niveaux de l'Ishimoku. Voilà, des niveaux de support et résistance offerts soit par les prix, soit par l'Ishimoku. Bien, passons maintenant à l'USD-CAD. Alors, j'avais repéré vendredi, ce range vendredi, puisque lorsque le nuage est à l'horizontale, les prix vont et viennent dans un sens et dans l'autre par rapport au nuage. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, parfois il le traverse dans l'épaisseur du nuage, parfois dans la finesse du nuage, parfois dans le twist, parfois ailleurs. En fait, ils ne font que d'aller d'une borne à l'autre sans se soucier de savoir si le nuage est épais ou pas. Arrivé ici sur cette borne basse vendredi, la question que l'on pouvait se poser, c'était est-ce que l'on peut acheter ce niveau? Alors on achète rarement un vendredi à 22 heures, hein. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne le fais pas. Et en tout cas, heureusement, puisque les prix ont cassé la borne basse.
Mais alors attention, puisque là nous sommes dans une configuration similaire à celle que nous venons d'étudier, comme par exemple sur l'AUD-USD, il y a un support juste en dessous. Donc ne vont-ils pas aller chercher le support pour réintégrer le range? Pour le moment, c'est prématuré. On ne peut pas le savoir, auquel cas il serait encore possible de faire ceci, puisque nous aurions différents points de contact. Mais vu ce que nous montre l'analyse technique, il n'est pas possible d'envisager de vendre ou d'acheter sur ces niveaux. Pour le moment, ça c'est le 4 heures. Maintenant, si on regarde le graphique hebdomadaire, on a peut-être des informations supplémentaires. Et là, de toute manière, on va être confronté, alors là, ça n'a pas twisté, mais c'est un peu comme, hein, on est quand même dans une tendance extrêmement baissière. Il y a eu une tentative de rebond ici qui n'a pas fonctionné. Et là, on a une succession de supports, des prix. Donc, on pourrait atteindre ce niveau. Moi, là, ça sert à rien de dire on pourrait atteindre ce niveau. Ce niveau, ça fait analyse technique. C'est-à-dire que si l'analyse technique peut facilement dire si on casse ce niveau, probablement irons-nous ici. Si on rebondit sur ce niveau, probablement irons-nous ici. Mais ça nous fait une belle jambe, nous, les traders. C'est très bien, merci, messieurs les analystes, mais on fait quoi, nous? Donc, comme on ne sait pas si ça peut casser et atteindre, la probabilité est importante. De la même manière qu'il existe encore une probabilité relativement importante de rebond sur ce niveau, comme on ne sait pas, ben on s'abstient. On n'a pas suffisamment d'informations pour faire quoi que ce soit. J'aurais tendance à dire qu'à la vue du graphique hebdomadaire, ici, les 1,23 devraient être atteints. Mais on ne peut pas vendre parce que la survente est extrême et on ne va pas acheter étant donné l'attrait de ce support. Donc on part ailleurs et on va chercher autre chose. C'est pour cela qu'on peut aller, par exemple, regarder l'USD Yen. Donc là, c'était sans doute lors d'un partage sur les réseaux sociaux ou sur le forum que j'ai écrit cela. Et c'est intéressant de constater, de regarder ensemble ce graphique parce que, comme je le dis souvent les lundis et les mardis pour la revue de marché action, j'aime bien laisser traîner mes niveaux de support, résistance, mes tracés lorsqu'ils continuent à être pertinents. Je n'ai aucune idée de quand est-ce que j'ai tracé cette ligne ici et quand est-ce que j'ai tracé cette flèche. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, ce qui me plaît, c'est de constater que j'ai indiqué via cette flèche, parce que par contre, je connais, j'ai l'habitude d'à peu près de ce que je fais, donc je sais pourquoi je l'ai fait, même si je ne me souviens plus quand je l'ai fait. Cette flèche, j'ai voulu dire en live, sans doute lors d'une revue de marché comme celle d'aujourd'hui, je ne sais plus quand, que les prix étaient extrêmement surachetés, qu'on n'achète pas en surachat, et qu'il serait relativement agréable que de voir les prix revenir chercher la SSB ici, aligné avec la Kijun-sen. Et à partir de ce niveau, si sur ce niveau chandelier de retournement il y a, tac, observer ces chandeliers de retournement pour éventuellement envisager, je ne parle que pour moi puisque je ne partage pas de signaux ni de conseils d'investissement, un achat pour repartir chercher les derniers plus hauts ici à 111,60. Tel devait être mon plan. Puisque si on part du principe qu'éventuellement, alors il y a des boîtes dans la boîte de la boîte, hein, donc c'est encore une fois les histoires de poupées russes hein, que vous connaissez bien si vous avez pratiqué mes formations ou si vous avez lu les nombreux articles totalement accessibles à tous et gratuits que j'ai écrits sur mon blog. J'en ai écrit plein, toute une suite, toute une série sur les poupées russes, c'est-à-dire la boîte à l'intérieur de la boîte la plus grande. Et on pourrait même continuer à en tracer d'autres des boîtes. Si on part du principe que la borne basse est celle-ci, et qu'éventuellement nous avons ici un point de contact, un autre point de contact, le couvercle de la grande boîte se trouve ici à 112, et que les prix n'ont pas encore atteint, ils ont transpercé tout le nuage de l'Ishimoku ici, c'est normal, lorsque le nuage est à l'horizontale, c'est un grand classique, pour peut-être venir se replier sur ce niveau et à partir de ce niveau, repartir à la conquête des derniers plus hauts qui sont ici. Donc à observer ce qui se passe sur ces niveaux. Si des chandeliers explicites de retournement se dessinent sur ce niveau à partir du graphique daily, par exemple, on va matérialiser cette ligne ici. Alors, je ne suis pas comme Kylian qui a la patience et la sagesse d'écrire ce que c'est sur sa ligne. Moi, je ne le fais pas, mais c'est une très bonne idée que de le faire. On revient, vous voyez, si on revient chercher ce niveau, et que sur ce, d'ailleurs, nous pourrions assister à un nouveau twist ici, et puis peut-être avoir une borne basse un peu plus basse, donc il faudra affiner le moment venu. Alors, depuis le daily, si sur ce niveau de SSB hebdomadaire se dessinent des chandeliers de retournement, je pourrais envisager un achat pour aller chercher les derniers plus hauts qui sont ici. Bon, faut-il après que
Il faudrait que je m'en souvienne de ces plans. J'ai pas cherché, je suis pas allé chercher de stylo et de papier, mais je vais essayer de m'en souvenir tout de suite après pour pouvoir faire un bilan la prochaine fois. Je regarde si vous avez des commentaires ou des questions. Pierre, petit retard car je me suis inscrit à la session de demain et non à celle d'aujourd'hui. En tout cas, merci comme d'habitude pour ton superbe travail. Un grand merci à toi, Pierre. Je constate qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu moins nombreux. J'espère que ce n'est que parce que c'est la fameuse rentrée du 26 avril que j'arrive toujours à vous intéresser. Je fais des efforts pour essayer de ne pas créer de routine et de toujours trouver quelque chose de nouveau à dire, etc. Mais ce n'est pas toujours évident. Et en tout cas, je fais de mon mieux pour essayer de continuer à vous satisfaire avec ces revues de marché en espérant qu'elles vous soient utiles. Nous passons maintenant sur le gold parce que lui aussi fait débat. J'ai vu sur Twitter des gens qui se chamaillaient, à savoir, tu as vu, tu as dit que c'était baissier et que ça ne remonterait jamais. Ah ben moi je t'ai dit que c'était haussier, tu vois, tu as raison, tu as tort. Donc allons voir ce qu'il en est. Alors le gold, c'est comme les cryptos, hein, je ne le trade pas, ou en tout cas pour ainsi dire quasiment jamais. J'ai fait quelques trades sur le gold, donc je ne peux pas dire que je ne le trade jamais, comme pour le pétrole d'ailleurs. Mais c'est extrêmement rare parce que c'est pas des actifs qui, selon moi, sont très fiables au niveau de l'analyse technique, mais sont très géopolitiques, très actifs de la peur, très refuge, très. Il suffit qu'il se passe quoi que ce soit pour que les indices baissent et que bon. Bref, c'est pas ma tasse de thé, comme pour les cryptos. Nous sommes sur un graphique daily, donc restons-y. C'est magnifique de voir ici cet éventuel double bottom. Ici, il est très beau. Qui pourrait être à terme la borne basse d'une dérive latérale en attendant qu'il ferait comme ça. Ou comme ça, puisque pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour la déterminer. Donc si on ne peut pas, voilà, là, on est sur un niveau de résistance. Donc on n'est pas à l'abri, on va dire, d'une dérive latérale qui naviguerait entre ces niveaux. Mais pour le moment, c'est un peu prématuré que de le dire, en tout cas à partir du daily ici. En tout cas, ça a bien rebondi sur ce niveau de support. Il faudra aller regarder si c'est un niveau de l'Ishimoku. En tout cas, c'en est un. Un niveau des prix, ça, on ne peut pas ne pas le voir. Pour aller où on passe ici la SSB, c'est suracheté, donc les prix reviennent sur la SSB. Si je devais trader le gold, ben écoutez, là, je commencerai à envisager à court terme, en tout cas en swing trading, à encaisser mes bénéfices étant donné la proximité de la résistance. Mais tant que ce niveau de SSB tient, la possibilité et la probabilité de retourner chercher les 1810 ici est forte. Et en cas de cassure des 1810, nous avons les 1840 en objectif. Pour en savoir un peu plus et puis pour valider tout ça, on peut basculer sur un graphique hebdomadaire. Bon, ben, le graphique hebdomadaire, lui, il est explicite. Regardez ce magnifique twist ici. Et voilà ce que nous raconte le twist. Un point bas, un point bas, un point bas, un point bas. Donc là, la situation est extrêmement simple. Et regardez le point que j'ai matérialisé en daily. On va même pouvoir l'affiner. Ouais, on voit bien qu'en plus, ici, c'est un niveau de support-résistance, hein, la SSB. Et nous savons que lorsque l'on achète la borne basse d'un range avec un chandelier de retournement comme ce marteau, en tout cas ce doji était magnifique pour faire un achat, nous savons que la première cible, c'est le niveau de SSB qui se trouve ici, même s'il y a des cibles intermédiaires entre. Donc la probabilité pour que les prix, probablement, peut-être pas tout de suite, peut-être vont-ils retracer, la probabilité pour que les prix aillent chercher ici le niveau des 1875 est élevée. Et au-delà, retourner chercher les 2053, mais ça ne va pas se faire en 3 jours. Hein. On est sur un graphique hebdomadaire et ça prend son temps. Donc à partir du moment où on a tracé ces niveaux, on peut piloter notre trade si on est dedans depuis les unités de temps inférieures. Déplacées. Tac, on matérialise ici la Kijun. Hein. Alors là, probablement que je vais recevoir après des commentaires, donc j'anticipe les commentaires. Tu nous dis, Patrick, que dans un range, les bornes de l'Ishimoku, les lignes de l'Ishimoku n'ont pas d'importance. Oui, à condition d'avoir acheté en bas ou d'avoir vendu en bas. Mais lorsque l'on est déjà sur le chemin d'une borne vers l'autre ou vers la zone d'équilibre, rien n'empêche de tracer les niveaux à l'intérieur pour pouvoir trader entre. Donc voilà les niveaux. Si on veut trader entre le gold, en sachant que à la moindre déclaration de je ne sais quoi ou de je ne sais qui ou sur n'importe quel sujet, l'analyse technique ne fait plus le poids sur le gold. C'est un peu la limite de l'analyse technique sur le gold.
Je regarde si vous avez des commentaires et des questions et je passe aux indices pour terminer sur les indices. Ah oui, je vais revenir. J'ai des questions qui m'ont été posées. Évrard, ça doit être la tienne sur Euro GBP. Je vais y répondre, bien sûr. Alors, pourquoi, nous dit Georges, bonjour Georges, pourquoi sur le USD Yen parles-tu d'un rebond à ce niveau si on range les lignes de l'Ishimoku n'agissent plus tant comme support et résistance? Ah, ben ça tombe bien, c'est exactement ce que je viens de dire sur le gold. Alors peut-être que ce que je viens d'expliquer sur le gold aura répondu à ta question sur l'USD Yen. Damien, bien sûr que c'est utile tes revues de marché, c'est gentil, car sur une continuité de formation, comment le RSI, nous demande Ivan, ou Yvan, pardon, pourrait se combiner avec l'Ishimoku pour le trading? Alors, Yvan, je ne fais pas de formation pendant ces revues de marché, mais nous avons un forum et sur le forum, je crois qu'il y a à peu près 50 messages sur le RSI et l'utilisation de l'Ishimoku. De la même manière que les stochastiques ou autres, on peut s'en servir comme on peut ne pas s'en servir. Non, non, ça n'a pas d'importance que tu sois nouveau, Yvan. Tes questions sont super pertinentes et sont tout à fait qualitatives, mais je ne peux pas faire à la fois une revue de marché et répondre aux questions techniques et de formation sur ces revues de marché, sinon j'aurais plus le temps de faire la revue de marché en elle-même. Alors avant d'aller regarder les indices, je vais répondre aux personnes qui m'ont posé des questions. Alors, bonsoir Patrick. Pouvez-vous me donner votre avis sur cette analyse? Ça me fera plaisir. Je ne pouvais pas suivre vos revues de marché en direct, mais je vais suivre en replay sur YouTube. Alors, c'est peut-être pas Évrard, mais je me rappelle plus, j'ai pas noté le nom. Mais comme il y a deux questions sur l'euro GBP, ça tombe très bien. Donc là, c'est à plus long terme, visiblement. Il s'agit de la paire euro GBP. En mensuel, les prix étaient très éloignés de la Tenkan et de la Kijun. Alors, on va aller ouvrir l'euro GBP. Encore une paire que je n'aime pas beaucoup trader. Alors, en mensuel, les prix étaient très éloignés de la Tenkan. Alors, je ne sais probablement ici. Et de la Kijun. Il y a un plat Tenkan qui date du 1er janvier qui a repoussé les prix à la hausse. Un plat Tenkan qui date du 1er janvier qui a repoussé les prix à la hausse, probablement ici. C'est ce que tu nous dis. Le plan est de patienter et laisser les prix venir au niveau des 0,88. 0,88. Alors, 0,88. Je matérialise tout ce que tu me dis. Voilà, 0,88. Donc le plan est de patienter et laisser les prix venir au niveau des 0,88 qui correspond à un plat qui jaune. Alors probablement pas sur le mensuel 0,88. Moi j'ai 0,8740 avant. Enfin peu importe. Ça n'a pas d'importance. Ce niveau va correspondre probablement à la borne haute du range naissant en daily. Hmm, ouais. Moi je le ferais. Si range devait y avoir, il serait plutôt comme ça. Et là, c'est 0,87. C'est là le fameux plat qui jaune mensuel. Est-ce que à ce niveau, on peut vendre pour aller chercher la zone d'équilibre du range daily? J'ai fait l'analyse sur compte CFD car c'est ce que j'utilise. Roméo. Alors, Roméo. Alors, voyons voir. Roméo. Alors, nous avons sur le mensuel, puisque tu nous parles du mensuel, ce qu'on peut déjà matérialiser, c'est cela. Hein, avec des mèches, l'euro GBP. Donc, on n'a ni atteint la borne basse, et déjà, donc la probabilité, encore une fois, que les prix respirent, donc on part d'une borne de range pour aller chercher théoriquement, je dis bien théoriquement, la borne opposée. Cela peut prendre son temps. Ici, on n'y est pas parvenu, d'où le niveau de support ici. Puis finalement, on repart d'ici. D'ici, on repart en haut. Donc, théoriquement, même si cela peut ne pas se produire comme on l'a constaté ici, théoriquement, les prix devraient retourner chercher la borne basse qui est ici. Donc, à partir du moment où on peut établir que théoriquement, selon la règle des va-et-vient dans une dérive latérale, les prix devraient repartir sur ce niveau,
Il n'est pas suffisant selon moi, d'autant plus que le niveau précédent de support ici avait été cassé. Il n'est pas suffisant selon moi comme information, ce rebond n'est pas suffisant et l'avalement en cours pour pouvoir repartir à l'achat. La probabilité pour que les prix reviennent chercher cette zone est importante. Donc toi, Roméo, tu établis le fait que si les prix viennent chercher les 0,89, ça pourrait être un point. On voit ici 0,8896. Donc voilà, c'est beaucoup plus précis. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu me parlais de 0,89. Si les prix reviennent chercher ici la zone d'équilibre, et qu'on part du principe que si on est parti du haut, c'est pour aller chercher le bas, on pourrait effectivement envisager une rotation ici, une respiration sur la zone d'équilibre. Et sur les unités de temps inférieures, si sur ce niveau des 0,89 que tu matérialises bien apparaissent des chandeliers de retournement, par exemple si tu veux rentrer en weekly pour du swing trading ou en daily pour du swing trading, puisque tu pars d'unités de temps très hautes, s'il y a des chandeliers de retournement sur ce niveau, on met un stop ici, on a un ratio qui est largement supérieur à 2, voire à 3, peut-être même à 4, et donc oui, on peut revenir chercher ce niveau. Par précaution, on pourrait même s'arrêter au niveau des 0,85. Donc le plan est bon. Là, le graphique hebdomadaire ne nous raconte pas autre chose. Alors, le graphique hebdomadaire, les niveaux de clôture tiennent compte des mèches sur le graphique mensuel. C'est pour ça qu'on a des dépassements par rapport au rectangle. Mais sinon, l'histoire est la même. On part du bas, on va en haut, on revient, on fait une rotation plus ou moins partielle, on repart du haut, on a cassé la zone d'équilibre en ligne droite. La probabilité pour qu'on revienne respirer ici sur la zone d'équilibre mensuel qui correspond à la fois ici à la SSB et à la Kijun ici est importante. Et à partir de cet endroit-là, si chandelier de retournement il y a, viser le bas du range, voire les 0,85, m'apparaît comme étant un très bon plan. Donc bravo Roméo. Faut-il pouvoir déjà casser le niveau actuel des 0,87? Donc ça m'apparaît comme étant un très bon plan Roméo. Yannick, pourrais-tu analyser mon plan swing concernant la paire GBP-GPI et préciser si mon timing serait bon car il m'arrive d'établir. Alors, il faudrait que j'aille te répondre sur le forum. Je vais essayer d'aller te répondre sur le forum si j'ai le temps, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire. Donc, je ne sais, j'ai regardé, mais j'ai déjà oublié ton analyse. J'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai essayé de la retenir. Mais là, en live, c'est pas pratique de passer d'un écran du forum à l'écran ici. Et donc, bah là, c'est pareil. Si on part du bas pour aller chercher le haut, on respire, on est totalement suracheté, c'est compliqué. Hein. Là, c'est une paire qui est, vu le surachat extrême. J'essaierai d'aller te répondre dans la journée sur le forum pour mieux, parce que là, je trouve que l'analyse n'est pas simple à faire étant donné le surachat extrême en weekly. Alors, Évrard, tu me posais une question à laquelle je vais tenter d'aller répondre. Il faut que je la retrouve. Alors, Évrard, j'avais le même plan sur Euro USD, ça, on en a déjà parlé. Évrard. Si tu as le temps, j'ai un plan sur l'Euro GBP en M15. Alors, c'est peut-être trop tard maintenant, vu que ça va vite. En Trobac Sukijun. Alors, Euro GBP, on y était dessus. M15. Ah, M15. Ah ouais. Alors, un throwback, c'est quand on est passé en haut et qu'on revient. Donc là, c'est plutôt un pullback. Ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pas pour jouer sur les mots. C'est juste pour qu'on soit d'accord entre nous. Tac, oui. Là, c'est pas un twist. Mais bon. Là, c'est ce support dont on doit tenir compte. Bon, les prix ont rebondi à partir de ce niveau. Donc, un throwback sous Kijun, donc un pullback, je pense. Quel serait un objectif raisonnable? Ben écoute, si je comprends la question, parce qu'il y a un doute entre throwback et pullback. Donc si je comprends bien la question et que tu parles bien de pullback et non pas de throwback, on va dire repli. Ben, le premier objectif, c'était la Kijun-sen. Le deuxième objectif, c'était la SSB ici. Donc là, si tu es dedans et que tu es rentré avec ce plan qui est un excellent plan et bravo pour ta maîtrise de l'Ishimoku, tu es entré avec les chandeliers de retournement ici sur ce niveau de support,
Tu peux viser 1, la SSB, ça c'est dépassé, mais maintenant qu'on a atteint cette SSB, tant que ça tient, tu peux laisser courir. Hein. Ça tout dépend si tu es devant l'ordinateur ou pas. Si tu es devant l'ordi, tu peux laisser courir jusqu'à 0,87 et des poussières. Enfin, ce niveau, là, on voit bien que c'est un niveau de support. Si ce niveau est cassé, tu peux laisser courir jusqu'à la SSB. Si on atteint ces niveaux, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal parce qu'à partir de ces niveaux, il faut que tu acceptes de supporter un retracement presque certain. Tu pourrais revenir chercher la Kijun-sen ici. Et puis, comme c'était ton premier niveau d'objectif, si on repasse sous la Kijun-sen, sortir en gain. Donc, soit tu acceptes des bénéfices amoindris en cas de repli, soit tu t'embêtes pas et tu encaisses tes bénéfices ici. Parce que la problématique de ce genre de configuration, c'est que théoriquement, on peut aller chercher le haut. Mais vu l'accélération, ça va probablement pas se faire. On ne sait pas, peut-être, mais ça va probablement pas se faire de façon immédiate. Il est probable qu'on aille chercher ces niveaux et qu'on se replie. De la même manière que s'il y a mèche ici, tu vois, si les prix ne parviennent pas à aller chercher ce niveau et que le chandelier clôture sous ce niveau avec une mèche, tu sors immédiatement parce que cela veut dire qu'on risque de ne pas réussir à dépasser la zone d'équilibre. Donc le premier objectif est atteint, le deuxième est là, le troisième est ici. Mais enfin déjà, si on atteint celui-là, c'est déjà pas mal. Et donc félicitations et bravo Évrard pour ce plan partagé en direct. Alors, voyons voir s'il y a d'autres questions. Alors, Fatih. Bonjour Patrick, est-ce qu'il y a un suivi après avoir acheté et terminé ta formation? C'est une simple question, pas une demande. Je suis très satisfait de ta formation, mille merci. Je suis très content, Fatih, que tu sois très satisfait de ma formation. Il n'y a pas de suivi particulier, mais c'est pour ça qu'il y a le forum. Le forum est là pour que vous puissiez, grâce à mes formations, ensuite faire vos propres analyses, parce que normalement, après mes formations, vous êtes capable de faire vos propres analyses, même si ça demande ensuite de l'expérience et de la pratique, les publier sur le forum et demander aux copains et aux copines du forum de donner votre avis, de partager. Et il y a des gens formidables qui le font très régulièrement et qui donnent beaucoup de temps pour répondre aux analyses des autres, parce que répondre aux analyses des autres, c'est aussi faire d'énormes progrès. Je vous prends en cours. J'ai eu un problème de connexion, nous dit Salomon. Bonjour Salomon, depuis la Côte d'Ivoire. Oui, c'était bien pullback, Évrard. Alors Mathieu, la SSB est donc un niveau de résistance même en range. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. Si tu es parti du bas, la SSB au milieu est la zone d'équilibre. C'est une zone cruciale, essentielle, sur laquelle les deux camps se livrent un combat. C'est très clair, détaillé avec une multitude de pages de graphiques et une vidéo dans ma formation. Et à l'intérieur du range, une SSB n'est pas un niveau de support ou de résistance quand on est parti du bas ou du haut et qu'on a franchi la zone d'équilibre. Mais par contre, quand on veut prendre des morceaux de gâteau, ça l'est. Mais tout cela est très clairement explicité dans les formations et sur le forum et ailleurs d'ailleurs. Le range pour moi était plus haut et plus petit. Je voulais rentrer à la vente sous la Kijun, mais la Kijun a été franchie. Ah ouais, non, ce qu'il fallait, c'était acheter ici et pas vendre sous la Kijun. Très bien. Pour terminer, les indices. Alors, qu'est-ce que nous raconte? Alors, j'ai vu le Nasdaq. À vrai dire, j'en ai pris un gros morceau, mais la plupart du temps, quand j'entre en position, voire quasi tout le temps, je l'indique en temps réel sur le forum. Bon, là, je suis rentré en position et je ne l'ai pas fait. Vendredi soir, vendredi après-midi, je suis rentré. Quand est-ce que je suis rentré? Je suis rentré quelque part par là, je ne sais plus où. Je suis rentré en bas du range et j'ai pris, je ne sais plus où exactement. Vendredi, je ne sais plus où exactement. Ici, peut-être c'était jeudi. J'ai pris un gros bout ici. Puis je suis sorti avant la clôture du week-end. Bon, ça n'a pas d'importance parce qu'on n'est pas obligé de me croire puisque je ne l'ai pas dit en direct et en temps réel. Et je ne voudrais pas ressembler à toutes ces personnes qui disent après coup j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça n'a aucun type d'intérêt. Donc le Nasdaq en H4, vous voyez, la tendance était particulièrement haussière. Là, on a ce qu'on appelle un drapeau haussier. Certains y verront un double top et donc une configuration baissière. Moi, pour le moment, j'y vois un drapeau haussier. Puis finalement, peu importe. De toute manière, tant qu'on ne casse pas cette dérive latérale parfaitement bien matérialisée, ici encore, vous voyez, ça a twisté. Nous avons la borne éventuelle haute ici, la borne basse qui, elle, est incontestable ici. Tant que les prix ne sortent pas de ce rectangle par le bas ou par le haut, on est dans ce range. Pour le moment, il est difficile de déterminer si c'est un drapeau haussier ou au contraire si c'est un double top baissier. Donc on le saura lorsque l'on aura cassé dans un sens ou dans l'autre.
Si on casse cette dérive latérale par le bas, alors on aura eu raison de parler de double top. Si on casse cette dérive latérale par le haut, alors nous aurons eu raison de parler de drapeau haussier, et finalement, peu importe. La question n'est pas d'avoir raison ou tort, mais savoir de quoi on parle. Donc en attendant, même s'il peut y avoir des mouvements de volatilité extrêmes et qu'on peut perdre en faisant cela, hein, ce n'est pas une science exacte, on peut toujours continuer à acheter en bas avec des chandeliers de retournement, tel que je dis l'avoir fait sans l'avoir annoncé, donc sans grande valeur, ou éventuellement vendre en haut, par exemple avec cette couverture en nuage noir ou d'autres, ou cette étoile filante, d'autres chandeliers de retournement qui apparaîtraient, de préférence après soulèvement ou ressaut. Si vous voulez en savoir plus sur les soulèvements et ressauts, soit vous avez mes formations et ça n'a pas de secret pour vous, soit vous ne les avez pas et je vous invite à aller lire ce dernier article que j'ai écrit sur mon blog, Tracer des lignes chartistes, doit-on relier les mèches ou pas, où je parle des ressauts et des soulèvements. Donc c'est assez clair le Nasdaq, il n'y a pas de surprise, c'est techniquement très fort. Et lorsque l'on bascule sur un graphique, là c'est normal que ça travaille parce que c'est un niveau d'un ancien plus haut historique qui a été légèrement dépassé et entre-temps les prix hésitent. Donc acheter à long terme dans une configuration de surachat extrême matérialisée ici parce que nous indique la Tenkan-sen et la Kijun-sen, nous savons que cet écart nous parle de surachat, n'est pas pertinent. Donc c'est pour ça que je dis que ce petit rectangle ici, on peut aussi parler de double top en tenant compte ici de ce niveau et de celui-ci, hein, c'est tout à fait possible encore. Mais comme je disais tout à l'heure, on s'en fiche, la réponse sera probablement donnée par la sortie de ce rectangle. Si on sort par le bas de ce rectangle, alors la probabilité de retracer jusqu'à la Kijun-sen devient forte. Si on sort du rectangle par le haut, eh bien on reprend toujours en surachat, toujours de façon probablement excessivement puissante, peut-être trop. Ce serait bien qu'il y ait un bon retracement une bonne fois pour toutes pour que ça redevienne plus sain. Alors, on reprend le sens de la tendance et on casse de nouveaux plus hauts historiques. Donc, vous voyez, l'analyse sur le Nasdaq aujourd'hui est d'une simplicité déconcertante. On ne peut pas faire plus simple et c'est pas compliqué à trader. Il y a plusieurs plans. Soit on continue à trader ce drapeau en haut, en bas, en sachant qu'à tout moment ça peut sortir et qu'on peut perdre le trade, mais quelque part on s'en fiche puisque quand on trade les ranges, on a des ratios énormes. Ouais. La personne qui achète ici, qui met un stop sous la mèche la plus basse et qui vise le haut, elle a un ratio au moins de 3 points. Donc elle peut se permettre de perdre un trade, c'est pas très grave. Après, en gagnant qu'un, on peut en perdre 3 consécutivement sans perdre d'argent. Soit on a peur de faire ça parce que c'est volatile, c'est compliqué, c'est tendu. C'est probablement mon sentiment actuel. Et si ça casse par le haut après throwback, puisqu'on parlait de pullback et throwback tout à l'heure, on pourra faire des achats pour continuer dans la tendance. Si ça casse par le bas, je pourrais tout à fait comprendre qu'on puisse envisager une vente pour aller chercher la Kijun-sen. Même si moi, je ne le ferai probablement pas, puisque je vous le dis depuis des semaines et des semaines et des semaines et des mois et presque des années maintenant, je ne vends pas les indices. Peut-être à très court terme, mais sinon, je ne les vends pas. Donc, je ne vais pas commencer maintenant, même si je peux comprendre qu'on le fasse en cas de cassure ici. Par contre, je serais sûrement très, très, très intéressé par des achats sur ces niveaux. Si les conditions habituelles, chandelier de retournement, etc., 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 sont réunies, bien évidemment. Alors, c'est rare que je commence par le Nasdaq. En général, je commence par le SP500. Donc, le SP500 est toujours enfermé dans notre biseau d'élargissement ascendant, qui est théoriquement une figure baissière d'un point de vue chartiste. On en débattait avec Michel sur YouTube, hein, dans les commentaires YouTube. Cela ne veut pas dire cette configuration, même si c'est une configuration baissière qui indique qu'il y a un pourcentage de je ne sais plus combien, 67, de probabilité que ça casse par le bas, cela ne va pas dire que ça va arriver. Cela ne veut pas dire qu'il faut vendre ici. Ce n'est pas le type de configuration chartiste sur lequel il convient de trader agressivement. Le trading agressif chartiste, par exemple, si, alors je ne sais pas pourquoi je fais en fait, je vous fais un cours. Prenons pour que vous compreniez la différence. Pour trader les figures chartistes, que je ne fais pas particulièrement, mais c'est un peu pour répondre à Michel si jamais il m'entend. Encore une fois, il y a soit on attend la cassure de la figure, on attend le pullback puisqu'on nous indique que si cette figure casse dans 67% des cas par le bas, il y a 80% de possibilité de pullback, donc on attend le pullback et seulement à ce moment-là, on va chercher l'objectif déterminé par la figure. D'accord? Mais il y a une autre manière de trader les figures chartistes, c'est de les trader
en anticipant, en vendant par exemple ici en haut, puisque cette figure a 67% de probabilité de casser par le bas, on pourrait vendre ici. Sauf que on ne le fait pas avec n'importe quelle figure. Par exemple, admettons, je ne sais pas si c'est le cas, que ce triangle soit une figure baissière. Ça, peu importe si ça ne l'est pas, c'est juste pour donner. Si on part du principe que cette figure, c'est de la science-fiction, est baissière et que elle casse par le bas dans 67% des cas, comme ce biseau ici. Donc, on part du principe qu'on casse dans 67% des cas par le bas. Vendre lorsque l'on est en haut ici par anticipation sans attendre la cassure puis le pullback, etc. Vendre de façon agressive la ligne de tendance en haut ici est tout à fait justifié. Parce que si on vend ici, qu'on fait une rotation partielle ou complète dans le triangle et qu'on revient tester le triangle ici, ayant vendu ici en haut, et étant donné que la ligne de tendance ici de cette figure est baissière, forcément je gagne de l'argent, vous comprenez? Et là, même si ça ne casse pas finalement, et que finalement ça va dans l'inverse de ce que nous indiquent les statistiques, et que ça finit par casser par le haut, étant donné que j'ai commencé à vendre ici en bas, de toute manière, même si ça casse dans le sens inverse que ce que nous annoncent les statistiques, j'ai gagné de l'argent. Alors que si je fais cela sur ce type de... C'est pareil pour un biseau ascendant. Sur ce type de biseau d'élargissement, ça ne marche pas parce que même si dans 67% des cas, la figure doit casser par le bas, si j'ai voulu anticiper, étant donné que la ligne est haussière, je perds de l'argent. Vous voyez, donc c'est tout à fait différent que si je le fais sur ce type de configuration. Je ne sais pas si je suis très clair et si vous avez compris, mais en tout cas, je l'espère. Donc bon, on est toujours à l'intérieur de cette figure chartiste, on l'a légèrement débordé, mais ça n'a aucun type d'importance, et puis on travaille ce support. Donc là, on est enfermé, on est dans une configuration de total surachat, on ne sait pas si on va casser, on ne sait pas si on va repartir pour une nouvelle rotation vers le bas. On est très loin de la Kijun-sen qui est elle-même très éloignée de la Tenkan-sen. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est qu'en H4, probablement que je vais retrouver de nouveau un rectangle comme celui-ci, comme sur le Nasdaq. Et là, la sortie de ce rectangle sera tout à fait intéressante parce que soit elle nous indique adieu le biseau d'élargissement et il contredit les statistiques que j'ai données ici, ou soit ça casse ici par le bas et la probabilité d'aller rechercher la Kijun-sen ici, ce qui serait super finalement, devient de plus importante. En attendant, il est compliqué de faire quoi que ce soit. Vous voyez, si je bascule sur le H4, je retrouve bien mon rectangle exactement comme sur le Nasdaq. On tape le haut, on peut toujours vendre pour aller chercher le bas, on tape le bas, ou sinon on attend que ça casse dans un sens ou dans l'autre. C'est extrêmement simple, ça demande juste un peu de patience. Alors Yvan me demande comment vous arrivez à ces pourcentages 67% pour casser par le bas. Alors c'est des livres, c'est des gens qui ont étudié sur des milliers, des millions, des centaines de milliers, peut-être pas de millions, des configurations chartistes, ça s'appelle le chartisme. Et tu as des livres qui s'appellent le chartisme, et je vous en conseille un en particulier qui est très bien fait. C'est le livre de monsieur François Baron, le chartiste, qui a aussi écrit un livre sur les chandeliers japonais. Lui, par contre, je vous le déconseille totalement. Il est, selon moi, et ça n'engage que moi, très mauvais. Par contre, son livre sur le chartisme est excellent. Voilà. Pour terminer, on fait le DAX. Donc, bah voilà, hein, le même dessin que sur les autres, on est en H4. C'est exactement la même chose. Alors oui, avec une différence près, sur Twitter, et je ne sais plus si je l'ai fait sur le forum, j'ai partagé ce graphique la semaine dernière. Et depuis, ça n'a pas bougé. En fait, je suis parti du daily. Et sur le daily, alors, excusez-moi, vous devez entendre une perceuse. Là, j'ai les voisins de mon bureau. Je suis dans un bureau et ils font des travaux. Alors, comme j'ai avec le casque, ça s'entend peut-être un peu moins, mais c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Nous avons la ligne de tendance ici, et puis au-dessus, les prix sont coiffés par cette ligne, les deux formant ici un triangle. Donc, j'ai indiqué avec la Tenkan-sen qui fait office d'équilibre entre la borne haute et la borne basse de ce triangle. J'ai indiqué que si le triangle cassait par le haut, théoriquement, nous pourrions aller chercher cet objectif des derniers plus hauts si le triangle casse par le bas et on approche de l'apex, donc il va forcément se passer quelque chose probablement dans la journée. Si le triangle casse par le bas, eh bien c'est la Kijun-sen qui devrait être atteinte. Tout cela, c'est de la théorie. Ensuite, j'ai affiné cela en H4 et en H4, je me suis aperçu que nous avions à la lecture du nuage de l'Ishimoku ici un twist, un nuage à plat qui nous indiquait une forte probabilité de faire de la dérive latérale
entre ces niveaux. Et tout cela, finalement, rejoint exactement ce que je viens d'indiquer sur le daily. C'est-à-dire que si le triangle casse, il est prudent d'attendre en H4 que l'on franchisse les 15 356. Vous n'avez peut-être pas exactement le même niveau parce que je rappelle que je suis sur futur, mais l'analyse doit être relativement similaire. Cela reviendrait à casser la zone d'équilibre ici du range, purée la perceuse. Vous voyez, la cassure ici de ce niveau, alors après pullback ou pas, en fonction si on est éloigné ou pas de la Tenkan-sen, offrirait probablement un objectif sur ce niveau. Et la cassure du triangle par le bas offrirait probablement d'abord la borne basse de cette dérive latérale H4, puis la Kijun journalière. En dehors de cette période de range, soit du triangle, soit du rectangle, la cassure par le haut du rectangle ici réinjecte une poussée haussière dans la tendance haussière de fond. La cassure par le bas engendre la probabilité de retracer de 50%, autrement dit d'aller chercher la Kijun-sen daily ou hebdomadaire, je ne me rappelle plus. Alors, Enrique, non, tu n'as pas raté le CAC 40, je ne l'ai pas encore fait, j'y vais. Mais lorsque l'on a fait le DAX et le SP500, en réalité, on a déjà fait le CAC 40. Il est horrible la perceuse. Est-ce que vous l'entendez? Voilà, bon, il a pris un peu d'avance hein, puisque le secteur du luxe porte. On n'a pas véritablement de twist ici, mais on peut malgré tout établir la zone d'équilibre grâce à la Kijun-sen ici. Tout va dépendre de l'impulse donné par les graphiques américains. Heureusement qu'ils n'ont pas commencé au début de la revue. La sortie ici des 6216 pourrait engendrer, alors il ne va pas vite le CAC, pourrait engendrer 6250, mais là on est dans une zone, là ici il doit y avoir une autre dérive latérale. Si on bascule sur du H1 ou du M15, on doit être dans une dérive latérale. Donc là on est parti du bas, la probabilité d'aller chercher le haut est très importante. Pour le moment on attend, il faut attendre que les indices américains selon moi donnent l'impulse. Même si dernièrement le CAC a un petit peu surperformé tout le monde. Vous voyez donc cette bande latérale intermédiaire que je traçais sur le H4, on la retrouve ici. Donc celle-ci, on va l'effacer. Tac. Et là, théoriquement parlant, si on sort de cette bande par le haut, et ça c'est probablement les Américains qui vont nous donner l'impulse, on ira chercher ce niveau. Si les indices américains cassent leur dérive latérale ou n'arrivent pas à atteindre leur dérive latérale H4 que l'on vient de voir par le bas, alors le CAC 40 ira faire un tour par le bas ici pour aller chercher quel niveau. Je ne sais pas, voyons voir le daily. On a déjà un retour sur les 6100 et deux, la Kijun-sen hebdomadaire à 6034. En gros, voilà les niveaux. On entend la perceuse, mais pas vraiment gênant. Bon, mais je suis content pour vous parce que moi, je ne m'entends plus. Mathieu, moi qui croyais que les traders faisaient ça au bord de leur piscine, ce bruit de perceuse fait moins rêver. Mais en fait, c'est mon voisin qui répare sa piscine. Euh, Et puis là, c'est avec le Covid que c'est pour ça. Sinon, d'habitude, je fais ça sur une plage aux Seychelles, bien évidemment. Alors, Yann, le contenu du live compense largement le bruit de la perceuse. Ça, c'est vraiment gentil, Yann. Merci beaucoup. Ma journée va être merveilleuse. Même avec la nouvelle personne, tes analyses sont passionnantes, Enrique. Écoutez, merci beaucoup. Donc, écoutez, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je vais la partager sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Si vous avez l'opportunité de retweeter un max, c'est sympa, ça fait connaître mon travail. De la commenter sur YouTube, ça aide au référencement de mes vidéos sur le moteur de recherche de YouTube. Et sur Facebook, ça fait aussi connaître mon travail. Et puis, dans tous les cas, ça me fait drôlement plaisir. Je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour demain 10h30 pour la revue de marché Action. J'ai partagé, je vais continuer à les partager dans la journée, le lien d'inscription via la newsletter, ça je le fais qu'une fois, mais sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie pour la pertinence de vos questions et votre gentillesse. Bye bye. Merci à tous, merci à tous vos commentaires de remerciements qui sont en train d'arriver.
Si vous n'avez pas le temps d'écrire, je m'excuse, je coupe l'émission et je vous re-souhaite à nouveau une magnifique journée. Bye.